et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les trous. Loin d'être au loi d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie qui nous montre au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain. Quant à ces lois parties animales, pour l'appétit grossier aux bêtes mouravantes, ce sont là les bouffes, les doux attachements qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, dont différents emplois nous fabriquent en naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre et les propres élévations montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre et dans les petits soins. Sont faibles ces recettes. Ne troublons point du ciel les justes règlements et de nos deux instincts. Suivons les mouvements. Habités par l'essor d'un grand et beau génie et hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen les terrestres apports. Ainsi, dans nos dessins, l'une à l'autre contraire, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs, vous, sans production d'esprit et de lumière, moi, dans celle de ma sœur, qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Ce n'est pas du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés. Eh bien, vous prend, ma sœur, que son noble génie n'est pas vagué toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté des bassesses à qui vous devez la clarté, et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelques petits savants qui veulent venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachons, s'il vous plaît, si vous songez à prendre. Votre visée, au moins, n'est pas mise à Clitandre. Mais par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite à son choix qui soit bas? Non. Mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'une autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines, et vous ne tombez point aux bassesses humaines. Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours, et la philosophie à toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur nul n'est fin pour Clitandre, que vous importe-t-il que je puisse prétendre? Cet empire que tient la raison sur les sens ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut pour époux refuser un mérite que pour adorateur, on veut bien à sa suite. Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections il n'ait continué ses adorations, et je n'ai fait que prendre au refus de votre âme ce qui est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'un amant député, trouvez-vous, je vous prie, entière et surélevée? Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, et quand son cœur pour moi toute flamme soit morte? Il me l'a dit, ma sœur. Et pour moi, je le crois. Ne soyez pas ma sœur d'une si bonne foi. Et croyez quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien, et se trompe lui-même. Je ne sais. Mais enfin, si c'est votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir. Je l'aperçois qui vient, et sur cette matière, il saura nous donner une pleine lumière. Pour me tirer d'un doute, où me jeter ma sœur, entrez-les-moi, il est tendre, expliquez votre cœur, découvrez dans le fond, et nous délige apprendre qui de nous à vos vœux est en droit de pétrendre. Non, non, je ne veux point à votre passion imposer la rigueur d'une explication. Je ménage les gens, et c'est comme embarrasse, le contraignant effort de ces aveux en face. Non, madame, mon cœur, qui dissimule le peu, ne sent nulle contrainte à faire un libre aveu. Dans aucun embarras un tel pas ne me jette, et j'avouerai, tout une âme franche et nette que étendre les liens où je suis arrêté. Mon amour et mes vœux sont tous de ce côté. Qu'à nulle émotion cet aveu ne vous porte, vous avez bien voulu les choses de la sorte. Vos attraits m'avaient prise, et les tendres soupirs vous sont assez prouvé l'ardeur de mes désirs, mon cœur. C'est une flamme immortelle, mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez belle. J'ai souffert sous leurs joues, sans mépris différent. Ils régnaient sur mon âme en superbe tyran, et je me suis cherché, lassé de tant de peine, des vainqueurs plus humains et de moins rudes chaînes.
Je les ai trouvés, madame, dans ses yeux, et leurs traits à jamais ne seront précis. D'un regard pitoyable, ils ont séché mes larmes et n'ont pas dédaigné le rebut de vos charmes. De si rares bontés m'ont si bien su toucher qu'il n'y a rien qui me puisse me faire arracher, et j'ose maintenant vous conjurer, madame, de ne vouloir tenter nul effort sur ma flamme, de ne point essayer à rappeler un cœur résolu de mourir dans cette douce ardeur. Et qui vous dit, monsieur, que l'on ait cette envie, et que de vous, enfin, si fort, on se soucie? Je vous trouve plaisant de vous le figurer, et bien impertinent de me le déclarer. Eh ma sœur, où est donc la morale qui sait si bien régir la partie animale et retenir la bride aux efforts du gourou? Mais vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous? De répondre à l'amour que l'on vous fait paraître, sans le congé de ceux qui vous ont donné? Sachez que le devoir vous soumet à leur loi, qu'il ne vous est permis d'aimer que par leur choix, qu'ils ont sur votre cœur l'autorité suprême, et qu'il est criminel d'en disposer vous-même. Je rends grâce aux bontés que vous me faites voir de m'enseigner si bien les choses du devoir. Mon cœur, sur vos leçons, veut régler sa conduite, et pour vous faire voir, ma sœur, que j'en profite, il est temps. Prenez soin d'appeler votre amour de l'agrément de ceux dont j'ai reçu le jour. Faites-vous sur mes vœux un pouvoir légitime et me donnez moyen de vous aimer sans crime. J'y vais, de tous mes soins travailler hautement, et j'attendais de vous ce doux consentement. Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine à vous imaginer que cela me chagrine. Moi, ma sœur, pas du tout. Je sais que sur vos sens, les droits de la raison sont toujours tout puissants, et que par les leçons pour prendre la sagesse, vous êtes au-dessus d'une telle faiblesse. Loin de vous soupçonner d'aucun chagrin, je crois qu'ici vous daignerez vous employer pour moi. Appuyez sa demande, et de votre suffrage, pressez le moment de notre mariage. Je vous en sollicite pour y travailler. Votre petit esprit se mêle de railler, et d'un cœur qu'on vous jette, on vous voit toute fière. Tout jeter quelque gare, il ne vous déplaît guère, et si vos yeux, sur moi, le pouvaient ramasser, il prendrait aisément le soin de se baisser. À répondre à cela, je ne daigne descendre. Ce sont ce discours qu'il ne faut pas entendre. C'est fort bien fait à vous, et vous nous faites voir des modérations qu'on ne peut concevoir. Votre sincère aveu ne l'a pas fait surprise. Elle mérite assez une telle franchise, et toutes les hauteurs de sa folle fierté sont dignes, tout au moins de ma sincérité. Et puisqu'il m'est permis, je vais à votre père, madame. Le plus sûr est de gagner ma mère. Mon père est d'une humeur à consentir à tout, mais il met peu de poids aux choses qu'il résout. Il a reçu du ciel certaines bontés d'âme qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme. C'est elle qui gouverne et d'un ton absolu. Elle dicte pour moi ce qu'elle a résolu. Je voudrais bien vous voir pour elle et pour ma tante une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante, un esprit qui flattant les visions du l'homme, vous put de leur estime attirer la chaleur. Mon cœur n'a jamais pu, tant il est sincère, même dans votre sœur, flatter leur caractère. Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante, et j'aime que, souvent, aux questions complètes, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache et qu'elle ait du savoir, sans vouloir qu'on le sache, sans citer les auteurs, sans dire de grands mots et clouer de l'esprit à ses moindres propos. Je respecte beaucoup madame votre mère, mais je ne puis du tout approuver sa chimère et me rendre l'écho des choses qu'elle dit, aux enfants qu'elle donne à son héros d'esprit. Son monsieur Trissotin me chagrine, m'assomme, et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme, qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits, un bonnet dont partout on siffle les écrits, un pédant dont on voit la plume libérale d'officier papier formant toute la rage. Ces écrits, ces discours, tout m'ensemble ennuyeux, et je me trouve assez votre goût et vos yeux. Mais, comme sur ma mère il a grande puissance, vous devez vous forcer à quelque complaisance. Un amant fait sa cour ou s'attache sous cœur, il veut de tout le monde y gagner la faveur. Et, pour n'avoir personne à sa flamme contraire, jusqu'au chien du logis il s'efforce de plaire. Oui, vous avez raison. Monsieur Trissotin m'inspire un dominant chagrin. Je ne puis consentir pour gagner ses suffrages de déshonorer en brisant ses ouvrages. C'est par eux qu'à mes yeux il a d'abord paru, je le connaissais avant que d'avoir vu. Je vis dans le fatras des écrits qu'il nous donne. C'est à tout lieu sa pédante personne, la constante hauteur de sa présomption. C'est intrépidité de bonne opinion. C'est indolent état de confiance extrême. Dans ton tout temps, si content de sommet.
qui fait qu'à son mérite, incessamment tiré, qu'il se sait si bon gré de tout ce qu'il écrit, et qu'il ne voudrait pas changer sa renommée contre tous les honneurs d'un général d'armée. C'est à voir de bons yeux que de voir tout cela. Jusque à sa figure encore la chose là. Et je vis par les vers qu'à la tête il nous jette de Keller. Il fallait que tu fais le poète. J'en avais si bien deviné tous les traits, qu'en rencontrant un homme un jour dans le palais, je gageais que c'était en personne et je vis qu'en effet la gageure était bonne. Quel conte! Non, je vous dis la chose comme elle est, mais je vois votre tante. Agréez s'il vous plaît que mon cœur lui déclare ici notre mystère et gagne sa faveur auprès de votre mère. Souffrez pour vous parler, madame, qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment. Il se découvre à vous de la sincère flamme. Oh, tout beau! Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour le seul truchement et ne m'expliquez point par un autre langage des désirs qui chez moi passent pour un outrage. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes appâts, mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes tant que vous me tiendrez au muet interprète. Mais si la bouche vient à son vouloir mêler, pour jamais de ma vue il vous faut exiler. Des projets de mon cœur, ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour ses beautés. Oh, certes. Le détour d'esprit, je l'avoue, ce subtil faux fuyant mérite qu'on le loue et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux. Ceci n'est pas du tout un trait d'esprit, madame, mais c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur, aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire. Les mènes d'Henriette, le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux, c'est que vous y daignez favoriser mes vœux. Je vois où doucement vous allez la demande et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. La figure est à droite et pour n'en point sortir aux choses que mon cœur m'offre à vous répartir, je dirais qu'Henriette, Alivène est rebelle et que sans rien prétendre, il faut brûler pour elle. Eh, madame, comment un pareil embarras, et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu, point de façon. Cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on est contente du détour dans cet adroitement aviser votre amour et que, sous la figure où le respect l'engage, on veut bien se résoudre à souffrir son ombrage, pourvu que ces transports, par l'honneur éclairé, n'offrent à mes hôtels que des vœux épurés. Mais votre... Oh Dieu! Pour ce coup, ceci doit vous suffire, je vous ai plus dit que je ne voulais dire. Mais votre erreur, madame. Laissez, je rougis maintenant. La pudeur, c'était un effort surprenant. Je veux être pendu si je vous aime, et ça je... Non, je ne veux rien entendre davantage. Diantre, soit de la folle avec ses visions, t'as rien vu d'égal à ses préventions. Allons commettre un autre soin que l'on me donne et prenons le secours d'une sage personne. Oui, je vous porterai la réponse au plus tôt. J'appuierai, presserai, ferai tout ce qu'il faut. Ah, qu'un amant pour un mot a de choses à dire et qu'impatiemment, il veut ce qu'il désire. Jamais. Ah, Dieu vous garde, mon frère. Et vous aussi, mon frère. Savez-vous ce qui m'amène ici? Non. Mais si vous voulez, je suis prêt à l'apprendre. Depuis assez longtemps, vous connaissez Clitandre. Sans doute. Et je le vois qui fréquente chez nous. En quelle estime est-il, mon frère, auprès de vous?
d'homme d'honneur, d'esprit, de cœur et de conduite. Je vois peu de gens qui soient de son mérite. Certains désirent qu'il accomplisse pas, et je me réjouis que vous en fassiez cas. Je connus feu son père en mon voyage à Rome. Fort bien. C'était mon frère, un fort bon gentilhomme. On le dit. Nous n'avions alors que 28 ans, et nous étions, ma foi, tous deux de Vergalon. Je le crois. Nous donnions chez les dames romaines, et tout le monde là parlait de nos fredaines. Nous faisions des jaloux. Voilà qui valait mieux, mais venons au sujet qui m'amène en ces lieux. Allons. Clitandre, auprès de vous, me fait son interprète, et son cœur était pris des grâces d'Henriette. Quoi? Ma fille? Oui, Clitandre en est charmé, et je ne vis jamais un mot plus enflammé. Non, non, je vous entends. Vous ignorez l'histoire et la fin n'est pas ce que vous pouvez croire. Comment, ma sœur? Clitandre abuse de vos esprits et c'est d'un autre objet que ce cœur est pris. Vous raillez? Ce n'est pas Henriette qui l'aime? Non, j'en suis assurée. Il me l'a dit lui-même. Ah oui, Vous me voyez, ma sœur, chargée par lui d'en faire la demande à son père aujourd'hui. ah bien, Et son amour même m'a fait instance de presser les moments d'une telle alliance. encore mieux. On ne peut tromper plus galamment. Henriette, entre nous, est un amusement, un volant génieux, un prétexte, mon frère, à couvrir d'autres feux dont je sais le mystère. Et je veux bien tous deux vous mettre hors d'erreur. Mais, puisque vous savez tant de choses, ma sœur, dites-nous, s'il vous plaît, cet autre objet qu'il aime. Vous le voulez savoir? Oui, quoi? Moi, Vous? moi-même. Et ma sœur? Qu'est-ce donc que veut dire ce est? Et quel de surprenant le discours que je fais? En effet, d'emblée, je pense, à voir qu'on n'a pas pour encore soumise à son empire, et Dorante, Dami, Cléante et Lycida peuvent bien faire voir qu'on a quelques apparts. Ces gens vous aiment? Oui, de toute leur puissance. Ils vous l'ont dit? Aucun n'a pris cette licence. Ils m'ont surveillé si fort jusqu'à ce jour. Ils n'ont jamais dit un mot de leur amour, mais pour m'offrir leur cœur et vouer leur service. Les muets trichement ont tous fait leur office. On ne voit presque point séant venir d'amis. C'est pour me faire voir un respect plus sous. Des mots piquants partout Dorante vous outrage. Ce sont emportements d'une jalouse orage. Cléante et Lycida ont pris femme tous deux. C'est pas un désespoir que j'ai réduit leur feu. Ma foi, ma chère sœur, vision toute claire, Ces chimères-là, vous devez vous défaire. Ah, chimère! Ce sont des chimères, dit-on. Chimère, moi? Vraiment, chimère est fort bon. Je me réjouis fort de chimères de mes frères, et je ne savais pas que j'étais des chimères. Notre sœur est folle, oui. cela croît tous les jours. Mais encore une fois, reprenons le discours. Clitandre vous demande Henriette pour femme. Voyez quelle réponse on doit faire à sa femme. Faut-il le demander? J'y consens de bon cœur et tiens son alliance à singulier honneur. Vous voyez que de points il n'a pas l'abondance, que... C'est un intérêt qui n'est pas d'importance. Il est riche en vertu, cela vaut des trésors. Et puis, son père et moi, nous n'étions qu'un en deux corps. Parlons à votre femme et voyons à la rendre Il favorable. suffit, je l'accepte pour gendre. Oui, mais pour appuyer votre consentement, mon frère, il n'est pas mal d'avoir son agrément, allons. Vous moquez-vous, il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme et prends sur moi l'affaire. Mais Laissez faire, dis-je, et n'appréhendez pas. Je l'avais disposé aux choses de ce pas. soit, je vais là-dessus sonder votre Henriette et reviendrai savoir. C'est une affaire faite. Et je vais à ma femme en parler sans délai. Me voilà bien chanceuse, hélas. Alors du berger, qui me noyait son chien, me l'accuse de l'orage. Et service d'autrui n'est point un véritable. Qu'est-ce donc qu'êtes-vous, Martine? C'est que j'ai... Oui. C'est que l'on me donne aujourd'hui mon congé, monsieur. Votre congé? Oui, madame me chasse. Je n'entends pas cela. Comment? On me menace, si je ne sors d'ici, de me bailler sans coup. Non, vous demeurerez. Je suis content de vous.
Ma femme, bien souvent, a la tête un peu chaude. Mais je ne veux pas, moi. Je vous vois, baronne. Vite, sortez les bonnes. Allons, quittez ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Tout doux. Non, en effet. Hé Je veux qu'elle sorte. Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Quoi? Vous la soutenez? En aucune façon. Prenez-vous son parti contre moi. Mon Dieu, non. Je ne fais seulement que demander son crime. Suis-je pour la chasser sans cause légitime? Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens. Non. Elle sortira. Vous dis-je de ses hanches. Bien oui, dit-on quelque chose là contre? Je ne veux point d'obstacle au désir que je montre. D'accord. Et vous devez, en raisonnable époux, être pour moi, contre elle, et prendre mon goût. Oh, aussi fais-je. Oh, oui, ma femme avec raison vous chasse. Coquine, et votre crime est indigne de grâce. Qu'est-ce donc que j'ai fait? Ma foi, je ne sais pas. Elle est d'humeur, encore à n'en faire aucun cas. A-t-elle, pour donner matière à votre haine, cassé quelques miroirs ou quelques porcelaines? Voudrais-je la chasser, et vous figurez-vous que pour si peu de choses, on se met en courroux? Qu'est-ce à dire? L'affaire est donc considérable. Sans doute, me voit-on femme déraisonnable? Est-ce qu'elle a laissé d'un esprit négligent dérober quelques aiguillères ou quelques plats d'argent? Cela ne serait rien. La peste, la belle. Quoi? L'avez-vous surprise à ne point être fidèle? C'est pis que tout cela. Pis que tout cela. Pis. Diantre, friponne, a-t-elle commis Elle a d'une insolence à nul autre pareil. Après 30 leçons, insulté mon oreille par l'impropriété d'un mot sauvage et bas qu'en termes décisifs condamne vos jeux-là. Est-ce là? Quoi? Toujours, malgré nos remontrances, porter le fondement de toutes les sciences, la grammaire qui s'est régentée jusqu'au roi, il est fait la main haute, obéir à ses lois. Le plus grand des forfaits, je la croyais coupable. Quoi? Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Si, fait. Je voudrais bien que vous l'excusassiez. Je n'ai garde. Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est pareille, détruite et des lois du langage sans foi instruite. Tout ce que vous prêchez, je crois, bel et bon, et je ne saurais, moi, parler votre jargon. L'impudence, appelée un jargon, le langage, fondé sur la raison et sur le bel usage. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien, et tous vos petits ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà pas encore de son style, ne servent pas de rien. Oh, cerf-volant docile! Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment le te puisse apprendre à parler congrument? De pas, mis avec rien, tu fais la récidive et c'est, comme on t'a dit, trop d'une négative. Mon Dieu, je n'avoue pas étudier comme vous, je parle entre droit comme on parle chez nous. Oh, peut-on tenir? Quel solécisme horrible! En voilà pour tuer une oreille sensible. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier, avant et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Qui parle de penser grand-mère ou grand-père? Oh, ciel. Grammaire est prise à connaissance par toi, et je t'ai déjà dit d'où vient ce mot. En ma foi, qu'il vienne de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise, cela ne me fait rien. Quelle âme villageoise! La grammaire, du verbe et du nominatif, comme de l'adjectif avec le substantif, nous enseigne les lois. C'est madame à vous dire que je ne connais point ces gens-là. Ce sont les noms des mots, et l'on doit regarder en quoi c'est qu'il les faut faire ensemble accorder. Et ça commence pas? Au secours? Oh, qu'importe! Oh, mon Dieu, finissez un discours de la sorte. Vous ne voulez pas, vous, me la faire sortir? Si, fait. À son caprice, il me faut consentir. Va, ne l'irrite point. Retire-toi, Martine. Comment? Vous avez peur d'offenser la coquine? Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant.
Moi allons, sortez. Va-t'en, ma pauvre enfant. Vous voilà satisfaite, et la voilà partie, mais je n'approuve point une telle sortie. C'est que je suis propre aux choses qu'elle fait. On l'a chassée pour un maigre sujet. Vous voulez que, toujours, je l'ai à mon service, pour mettre incessamment mon oreille au supplice, pour rompre toute loi d'usage et de raison, par un barbare amas de vices d'oraison, de mots estropiés, cousus par intervalles, de proverbes traînés dans les ruisseaux des âmes. Il est vrai que l'on sut à souffrir ce discours. Elle aimait Vaugelas, en pièces tous les jours. Et les moindres défauts de ce grossier génie sont ou le pléonasme, ou la cacophonie. Qu'importe qu'elle manque aux lois de Vaugelas, pourvu qu'à la cuisine, elle ne manque pas. J'aime mieux pour moi qu'en épluchant ses herbes, elle l'accommode mal les noms avec les verbes et redise 100 fois un bas ou méchant mot, que de brûler ma viande ou salir trop mon pot, je vis de bonne soupe, et non de beau langage. Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage, et Malherbe et Balzac, si savants en beaux mots, en cuisine peut-être, auraient été des sots. Que ce discours grossier, terriblement assomme, et quelle indignité pour ceux qui s'appellent hommes, d'être sans cesse baissés pour son matériel, au lieu de se hausser vers les spirituels, le corps, cette pénible, est-il d'une importance, d'un prix, à mériter seulement qu'on y pense, et ne devons-nous pas laisser cela bien loin? Oui, mon corps et moi-même, et j'en veux prendre soin. Guenille, si l'on veut. Ma guenille m'est chère. Le corps avec l'esprit fait figure, mon frère. Mais si vous en croyez tout le monde savant, l'esprit doit sur le corps prendre le pas devant et notre plus grand soin. Notre première instance doit être à le nourrir du sucre de la science. Ma foi, si vous songez à nourrir votre esprit, c'est de viande bien creuse, à ce que chacun dit, et vous n'avez nul soin, nulle sollicitude pour... Sollicitude, à mon oreille rude, il pue étrangement son ancienneté. Il est vrai que le mot est bien collé monté. Oh, voulez-vous que je dise? Il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate. De folle on vous traite et j'ai fort sur le cœur. Comment donc? C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre solécisme en parlant vous irrite, mais vous en faites vous d'étranges en conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas, et or un gros plus tard qu'à mettre les rabats, vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville. Montez pour faire bien du grenier de séance cette longue lunette à faire peur aux gens, et sans briamborium dont l'aspect importune, ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune, et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous, où nous voyons aller tout sans dessus-dessous. Il est bien peu honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens, régler sa dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés qui disaient qu'une femme en sait toujours assez. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Autrice. Nulle science n'est pour elles trop profonde, et c'est en beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir, et l'on sait tout chez moi, hors de ce qu'il faut savoir. Une pauvre servante au moins m'était restée, qui de ce mauvais air n'était point infectée, et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas
cause qu'elle manque à parler vos jeux-là. Je vous le dis, ma sœur, tout ce train-là me blesse, car c'est, comme j'ai dit, à vous que je m'adresse. Mon point séant sous vos gens à latin, particulièrement ce Mocio Trisotin. C'est lui qui, dans ses vers, vous a tympanisé. Tous les propos qu'il tient sont des bilvaisés. On comprend ce qu'il dit après qu'il a parlé. Et je lui crois. Pour moi, le cadre un peu fêlé. Quelle bassesse, ciel, et d'âme et de langage. Et c'est le petit corps plus lourd sauvage, un esprit composé d'atomes plus bourgeois, et de ce même sang, ce petit que je sois. Je me veux mettre de mort au jeu de votre race, et de confusion, j'abandonne la place. Avez-vous encore à lâcher quelques traits? Moi point. Ne parlons plus de querelles, c'est fait. Discourons d'autres affaires. À votre fille aînée, on voit quelques dégoûts pour l'Endyménée. C'est une philosophe. Enfin, je n'en dis rien. Elle est bien gouvernée et vous faites fort bien. Mais de toute autre humeur se trouve sa cadette et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette de choisir un mari. C'est à quoi j'ai songé. Et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai. Ce monsieur Trisotin, dont on nous fait un crime et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime, est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut. Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. La contestation est ici superflue et de tout point, chez moi, l'affaire est résolue. Au moins, dites-moi du choix de cet époux. Je veux à votre fille en parler avant vous. J'ai des raisons à faire approuver ma conduite et je connais très bien si vous l'aurez instruite. Eh bien, la femme sort, mon frère, et je vois bien que vous venez d'avoir ensemble un entretien. Oui, Quel est le succès? Aurons-nous Henriette? A-t-elle consenti? L'affaire est-elle faite? pas tout à fait encore. Refuse-t-elle? Non, Est-ce qu'elle balance? en aucune façon. Quoi donc? C'est que pour Jean, elle m'offre un autre homme. Un autre homme pour Jean, Un autre. qui se nomme Monsieur Trisotin. Trisotin. Monsieur Trisotin. Quoi? Ce monsieur Trisotin? Oui, parle toujours de vers et de latin. Vous l'avez accepté? Moi? Point. À Dieu le plaise. Et qu'avez-vous répondu? Rien. Et j'en suis bien aise de n'avoir pas parlé pour ne m'engager pas. La raison est fort belle et c'est faire un grand pas. Avez-vous su du moins le proposer Clitandre? Non. Car comme j'ai vu qu'on parlait d'autres gendres, j'ai cru qu'il était mieux de ne m'avancer point. Certes, votre prudence est rare au dernier point. N'avez-vous point de honte avec votre mollesse? Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse pour laisser à sa femme un pouvoir absolu et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu? Mon Dieu, vous en parlez, mon frère, bien à l'aise. Et vous ne savez pas comme le bruit me pèse. J'aime fort le repos, la paix, la douceur. Et ma femme est terrible avec son humeur. Du nom de philosophe, elle fait grand mystère. Mais elle n'en est pas pour cela moins colère. Et sa morale, faite à mépriser le bien, sur les grèves de sa ville, opère comme rien. Pour peu que l'on s'oppose à ce que veut sa tête, on en a pour 8 jours d'effroyables tempêtes. Elle me fait trembler dès qu'elle prend son ton. Je ne sais où me mettre. C'est un vrai dragon. Et cependant, malgré toute sa diablerie, il faut que je l'appelle
et mon cœur est mamie. Allez, c'est se moquer. Votre femme entre nous est par vos lâchetés souveraine sur vous. Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse. C'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse. Vous-même, à ses hauteurs, vous vous abandonnez et vous faites mener en bête par le nez. Quoi? Vous ne pouvez pas, voyant comme on vous nomme, vous résoudre une seule fois à vouloir être un homme, à faire la connaissance d'une femme à vos voeux et prendre assez de cœur pour dire un je le veux? Vous laisserez sans honte immoler votre fille aux folles visions qui tiennent la famille et de tout votre bien revêtir un nigaud pour 6 mots de latin qui leur fait sonner haut, un pédant qu'à tout coup votre femme apostrophe, du nom de bel esprit, de grand philosophe, d'un convers galant jamais en égala et qui n'est qu'en sait rien moins que tout cela. Allez, encore un coup, c'est une moquerie et votre lâcheté mérite qu'on en rit. Oui, vous avez raison, et je vois que j'ai tort. Allons, il faut montrer un cœur plus fort, mon frère. C'est bien dit. C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Fort bien. De ma douceur, elle a trop profité. Il est vrai. Trop joui de ma facilité. Sans doute. Et je veux lui faire aujourd'hui connaître que ma fille est ma fille, et que j'en suis le maître. De lui prendre un mari qui soit selon mes vœux. Vous voilà raisonnable, et comme je vous veux. Vous connaissez qui tendre et savez sa demeure. Allez me le chercher, mon frère, tout à l'heure. J'y cours tout de ce pas. C'est souffrir trop longtemps. Et je m'en vais être homme, à la barbe des gens. Mettons-nous ici pour écouter à l'aise ces vers que mot à mot il est besoin qu'on pèse. Je brûle de les voir, son meurt chez nous, c'est son charme pour moi, que ce qui parle de vous, se met une douceur à l'autre pareille. Ce sont pas friands pour de la mon oreille. Ne faites point languir de si pressants désirs. Dépêchez, faites tôt et hâtez nos plaisirs. À notre patience, offrez votre épigramme. Hélas, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort assurément. À lieu de vous toucher, c'est dans votre cour que j'en viens accoucher. Pour me le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation, lui peut servir de mère. Et là, pourquoi donc fuyez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux? Approchez et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. Je sais peu les beautés de tous ceux qu'on écrit, et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit, alors. Il n'importe. Aussi bien je vous dire ensuite un secret dont il faut que vous soyez instruite. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer et vous ne vous piquez que le savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre, je n'ai nul. Toujours à l'enfant nouveau-né, je vous prie. Allons, petite chose, vite, de quoi s'asseoir? Voyez l'impertinent. Est-ce que l'on doit choir après avoir appris l'équilibre des choses? De ta chute ignorante, ne vois-tu pas les causes et qu'elle vient d'avoir? Du point fixe écarté, ce que nous appelons centre de gravité. Je m'en suis aperçue, madame est en par terre. Le lourdeau. Bien lui prendre de notre pas le verre. De l'esprit partout, cela ne t'arrive pas. Servez-nous promptement votre aimable repas. À cette grande fin qu'à mes yeux dont je m'expose, le placeur de 8 vers me semble peu de choses et je pense qu'ici, je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal le ragoût d'un sannet qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de sel attique assaisonné partout et vous le trouverez, je crois, d'assez bon. Oh, je n'en doute point. Donnons vite audience. Sonnet, Je sentais mon cœur tressaillir par avance. sonnet. J'aime la poésie
Alors bien sûr, Annie, sur sa fière. Votre prudence est endormie. De traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Le joli début qu'il a le tour galant, lui seul, est assez possède le talent, la prudence endormie pour rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi un crayon de chat. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints vont admirablement. Traitons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie. De traiter magnifiquement, de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie, loger son ennemi superbement et magnifiquement. C'est à la sortir, Quadori, de votre riche appartement, où cet ingrat insolemment attaque votre belle vie. De grâce, laissez-moi respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent assez vert, jusqu'au fond de l'âme, qu'on est je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Que riche appartement est là joliment dit, que la métaphore est mise avec l'esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Oh, que ce quoi qu'on dit d'un bout admirable, c'est un mon sentiment, un droit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Oui, je suis de votre avis, quoi qu'on dise. Heureux, je voudrais l'avoir fait. Il vaut toute une pièce. Mais, en comprend-on bien, comme moi, la finesse? Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Que de la fièvre, vous trahissez les intérêts, n'ayez aucun égard. Moquez-vous des caquets, faites-la sortir, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit. Ce quoi qu'on dit en dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas, pour moi, si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous un million de mots. Et il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est beau. Mais quand vous avez fait ce charmant, quoi qu'on dit, avez-vous bien compris, vous, toute son énergie, songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit, et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit? J'ai même aussi un gratte dans la tête, un gratte de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite mal les gens qui la donnent chez eux. Les quatrains sont admirables tous deux. Venons-en promptement au tiercé, je vous prie. S'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dit. De la sortir, Quadori, Quoi qu'on dit. de votre riche appartement, Riche appartement. où cet ingrat insolemment C'est un gratte de fièvre. attaque votre vie. Quoi? Sans se soucier de votre rang, elle se prend à votre sang, et nuit et jour vous fait outrage. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de votre propre main. On n'en peut plus. Coupable. On se meurt de plaisir. De mille de frissons que vous sentez saisir. Si vous la conduisez au bain sans la marchander davantage, Noyez-la de vos propres mains. De vos propres mains, là. Noyez-la dans les mondes. chaque pas dans vos vers rencontre un trait charmant. Partout on s'y promène avec ravissement. On y saurait marcher que sur de belles choses. Ce sont petits chemins parsemés de roses. Le soleil dont vous semble. Admirable, nouveau. Et jamais personne n'a rien fait d'aussi beau. Quoi? Sans émotion dans cette lecture, vous faites de la ministre une étrange figure. Chacun fait si bas la figure qu'il peut. Ma tante, c'est bel esprit. Il ne l'est pas qui veut. Peut-être que mes vers importunent de madame. Moi, je n'écoute pas. Oh, il y en a l'épigramme.
marrante. Nommée le dame de ses amis. Oh, ces titres ont toujours quelque chose de rare. À sombre trait d'esprit, leur nouveauté prépare. Oh. L'amour! Si chaque homme a vendu son lien, il en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse où tant d'or se relève, qu'il est à de tout le pays et fait pompeusement triompher ma life. Oh, ma life! Voilà de l'érudition! L'enveloppe est jolie, votre envie. Et quand tu vois ce beau carrosse où tant d'or se relève, qu'il est à de tout le pays et fait pompeusement triompher ma life, ne dit plus qu'il est à maman, dit plutôt qu'il est de marrant. Oh, celui-là ne s'attend point du tout! Ah, que lui, qui puisse écrire dessus. Mais j'ai vu qu'il est pas marrant, je dis plutôt qu'il est de marrante. Ouais, que c'est écrit marrante, de marrante, amarante. Je ne sais, du moment que je vous ai venu ici, sur votre sujet, j'ai l'esprit prévenu, mais j'admire partout vos vers et votre prose. Si vous vouliez vous nous montrer quelque chose, à notre tour aussi, nous pourrions admirer. Je n'ai rien fait en vers, mais j'ai lieu d'espérer que je pourrai bientôt vous montrer en ami 8 chapitres du plan de votre académie. Platon s'est au projet simplement arrêté quand de sa république il a fait le traité. Mais ça les fait entier. Je veux pousser l'idée que j'ai sur le papier en prose accommodée, car enfin, je me sens un étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit, et je veux nous venger toutes, tant que nous sommes de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de border nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés. C'est faire à notre sexe une trop grande offense de n'étendre l'effort de notre intelligence qu'à juger de l'air, d'une jupe et d'un manteau, ou des beautés d'un point ou d'un brocart nouveau. Il faut se relever de ce honteux partage et mettre hautement notre esprit hors de page. Pour les femmes, on sait, moi, respect en tout lieu, et s'il y rend hommage au brillant de leurs yeux, de leur esprit aussi, j'honore les lumières. Monsieur, l'homme est là qui veut parler à vous. Il est vêtu de noir et parle d'un ton doux. C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instances de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire venir, vous avez toute la vie. Allons, faisons bien les honneurs, au moins de notre esprit. Et là, je vous ai dit en paroles bien claires que j'ai besoin de vous. Mais pour quelles affaires? Venez, on va dans peu vous le faire savoir. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. Et vous le produisant, je ne crains pas le blâme d'avoir admis chez vous un profane. Madame, il peut tenir son coin parmi de beaux esprits. La main qui le présente, on dit assez le prix. Il a les vieux auteurs à pleine intelligence et c'est du grec, madame, autant comme de France. Du grec? Oh, c'est du grec! C'est du grec, ma soeur! Du grec! Du grec! Quel est de ça? Quoi? Monsieur, c'est du grec? Oh, permettez, de grâce, monsieur, que pour l'amour du grec, on vous embrasse. Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai le grec! Pour les livres grecs, un air de respect. Je crains être fâcheux par l'honneur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage. Et j'aurais pu troubler quelques tocs d'entretien. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter à rien. Au reste,
Il fait merveille en vers ainsi qu'en prose et pourrait, si vous voulez, vous montrer quelque chose. Le défaut des auteurs dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations. D'être au palais, aux cours, aux ruelles, aux tables. De leur fatigant lecteurs infatigables. Pour moi, je ne vois rien de plus sot, à mon sens, qu'un auteur qui partout va gueuser les encens, qui les premiers venus saisissant les oreilles, en fait le plus souvent le martyr de ses veilles. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement, et d'un grec, là-dessus, je suis le sentiment qui par d'un exprès défend à tous ces sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. J'ai de petits vers pour les jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés, voilà, que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus règnent dans les vôtres. Vous avez le tour libre et le beau sur les mots. On voit partout chez vous Lytos et le bateau. Nous avons vu de vous, oh là là, des éclats de l'instinct qui passent en 12 athlètes, Théocrite et Virgile. Vos hôtes ont un air noble, galant et doux, qui laisse de bien loin votre race après vous. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Dont on voit rien d'égal au soleil que vous faites. Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Et aussi plein d'esnés que tous vos madrigaux. Au bal surtout, vous êtes admirables. Dans les bourrinés, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre Le prix. siècle rendez justice à vos esprits. En carrosse dorée, vous iriez par les rues. On verrait le public vous dresser des statues. Homme, c'est une balade. Et je vais me tout de même. Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Ah oui, hier, il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'elle ne peut point flatter son soleil ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il me soit misérable. Et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessus je n'en suis point du tout et que d'un tel sonnet, peu de gens sont capables. Me préserve le ciel d'en faire le semblable. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur et la grande raison c'est que j'en suis l'auteur. Vous? Moi. Lui. Je sais comment c'est une affaire. On fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en écoutant, j'ai eu l'esprit distrait, ou bien que le lecteur m'ait gâté le sommeil. Mais laissons ce discours et voyons la balade. La balade, à mon goût, est une chose fade. Ce n'en est plus la mode, elles sont son vieux temps. La balade pourtant charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle n'en est pas pour cela plus mauvaise. Elle a pour les pédants de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez sottement vos qualités aux autres. Fort impertinemment, vous lui jetez les autres. Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier. Allez, rêveur de mal, au prendre le métier. Allez, fripier d'écrit, impudent plagiaire. Allez, plus. Messieurs, que Va restituer. Tout est honteux larcin qui réclame sur toi, les Grecs et les Latins. Va! Va-t'en faire amende honorable au Parnasse d'avoir fait à tes vers estropier Horace. Souviens-toi de ton vers, de ton livre et de son peu de bruit. Et de ton libraire à l'hôpital régulier. Ma gloire est établie, enfin tu la déchires. Oui, je te renvoie à l'auteur les satires. Je t'y renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une attente légère, tandis que plusieurs auteurs compagnies ont rêvé.
Mais jamais dans ces guerres il ne te laisse en paix. Et on te voit partout être en but à ses traits. C'est par là que j'y tiens un rang plus honorable. Il te met dans la foule ainsi qu'un misérable, il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler, mais moi, il m'attaque à part, comme un noble adversaire sur qui tout son effort lui semble nécessaire et ses coups, contre moi, redoublés en tout lieu, montrent qu'il ne se croit jamais victorieux. Comme elle t'apprendra, les de Pisèque. Et la mienne sera de faire voir ton maître. Le légendaire bronze, gladiateur. Eh bien, nous verrons cela seul, chez Barbon. L'emportement ne donnez aucun blâme, c'est votre jugement que je défends, madame, dans le sonnet qui a l'audace d'attaquer. À vous remettre bien, je me veux appliquer. Mais parlons d'autre affaire. Approchez, Henriette. 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 Oui. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire. Les nobles entretiens ne sont point mon affaire. J'aime à vivre aisément. Et dans tout ce qu'on dit, il faut se trop peiner pour avoir de l'esprit. C'est une ambition que je n'ai point en tête et je me trouve fort bien ma mère d'être bête. Et j'aime mieux n'avoir que de communs propos que de me tourmenter pour dire de beaux mots. J'ai donc longtemps cherché un biais pour vous donner la beauté que les ans ne peuvent moissonner, de faire entrer en vous le désir de science, de vous insinuer les belles connaissances et la pensée, enfin, que les faisons souscrire, et d'attacher en vous à un homme plein d'esprit. Et cet homme est monsieur, que je vous détermine à voir comme l'époux que mon choix vous destine. Moi, ma mère? Oui, vous, faites la sotte. Je vous entends. Vos yeux demandent mon aveu pour engager ailleurs. Un lien que je possède. Oh, allez, je le veux bien. Assez, je vous cède. C'est un email qui fait votre établissement. Je ne sais que vous dire. En mon ravissement, madame, Pourquoi, monsieur, il n'est pas fait encore, ne vous pressez pas tant. Comme vous répondez. Savez-vous bien si... Suffit. Vous m'entendez? Laissons la faire. Allons, attendons la salle. On voit briller pour vous les soins de notre mère et son choix de trouver leur plus illustre époux. Si le choix est si beau, que ne le prenez-vous? Et c'est à vous? Non, ma droite, mais sa main est donnée. Je vous le cède tout comme à ma sœur aînée. Si l'hymen comme à vous me paraissait charmant, j'accepterais votre offre avec ravissement. Si j'avais comme vous les pédants dans la tête, je pourrais le trouver à partie fort honnête. Cependant, bien qu'ici nos goûts soient différents, nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère a sur nous une entière puissance, et vous croyez en vain par votre résistance. Allons, ma fille, il faut approuver mon dessein aux 2 secondes. Touchez à monsieur dans la main et le considérez désormais dans votre âme en homme dont je veux que vous soyez la femme. De ce côté, ma sœur, vos penchants sont fort grands. Il nous faut obéir, ma sœur, à nos parents. Un père a sur nous une entière puissance. Une mère a sa part à notre obéissance. Qu'est-ce à dire? Je dis que j'appréhende fort qu'ici ma mère et vous ne soyez pas d'accord. Et c'est un autre toujours. Taisez-vous, Péronnelle. Allez philosopher tout le soir avec elle et de mes actions ne vous mêlez en rien. Dites-lui ma pensée et l'avertissez bien, qu'elle ne vienne pas m'échauffer les oreilles. Allons vite. Ah, fort bien.
Vous faites des merveilles. Quel transport, quelle joie! Ah, que mon sort est doux! Allons, prenez sa main et passez devant nous. Menez-la dans sa chambre. Ah, les douces caresses. Tenez, mon cœur s'émeut à toute cette tendresse. Cela ragaillardit tout à fait mes vieux jours et je me ressouviens de mes jeunes amours. Oui, rien n'a retenu son esprit dans balance. Elle a fait vanité de son obéissance. Son cœur, pour se livrer à peine devant moi, s'est-il donné le temps de recevoir la loi. Il semblait suivre moins les volontés d'un père qu'affecter de braver les ordres d'une mère. Je lui montrerai bien, aux lois de qui des deux, les droits de la raison soumettent tous ses vœux, et qui doit gouverner. Ou sa mère, ou son père, l'esprit, ou le corps, la forme, ou la matière. On vous en devait bien au moins un compliment. Et ce petit monsieur en use étrangement de vouloir malgré vous devenir votre genre. Il n'en est pas encore où son cœur peut prétendre. Je le trouvais bien fait, et j'aimais vos amours, mais dans ses procédés, il m'a déplu, toujours. Il sait que, Dieu merci, je me mêle d'écrire, mais jamais il ne m'a prié de lui rien dire. Je ne souffrirais point si j'étais que de vous que jamais d'Henriette il pût être l'époux. On me ferait grand tort d'avoir là-dessus quelques pensées que je parle en fille intéressée, et que le lâche tour que l'on voit qu'il me fait jette au fond de mon cœur quelques dépits secrets. Contre de pareils coups, l'âme se fortifie du solide secours de la philosophie. Et par elle, on se peut mettre au-dessus de tout. Et vous traiter ainsi, c'est vous pousser à bout. Il est de votre honneur d'être à ses vœux contraires, et c'est un homme enfin qui ne doit point vous plaire. Jamais je n'ai connu discours entre nous qu'il eût au fond du cœur de l'estime pour vous. Oh, petit sot, quelque bruit que votre gloire fasse, toujours à vous louer, il a paru de glace, brutal, et 20 fois comme ouvrage nouveau, j'ai lu des vers de vous qu'il n'a point trouvé beau. L'impertinent! Souvent nous en étions aux prises, et vous ne croiriez point de combien de sottises. Eh, doucement, de grâce. Un peu de charité, madame. Tout au moins, un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait? Quelle est mon emphase pour armer contre moi toute votre éloquence, pour vouloir me détruire et prendre tant de soin de me rendre odieuse aux gens dont j'ai besoin? Parlez, dites d'où vient ce courroux effroyable. Je veux bien que madame soit juge équitable. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser. Vous en seriez trop digne, et les premières flammes s'établissent des droits si sacrés sur les âmes qu'il faut perdre fortune et renoncer au jour, plutôt que de brûler des feux d'un autre amour. Au changement devenu, l'horreur ne s'égale, et tout cœur infidèle est un monstre en morale. Appelez-vous, madame, une infidélité, c'est que de votre âme a ordonné la fierté, je ne fais qu'obéir aux lois qu'elle m'impose, et si je vous offense, le seul en est cause. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Il a brûlé 2 ans d'une constante ardeur, il n'est sans empresser, devoir, respect, service dont il ne vous a fait d'amoureux sacrifices, tous les feux, tous les soins. Je ne peux rien sur vous. Je vous trouve contraire à mes vœux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre. Voyez, est-ce madame, ma faute ou la vôtre? Mon cœur court-il au change ou si vous lui poussez? Est-ce moi qui vous quitte ou vous qui me chassez? Appelez-vous, monsieur, être à vos vœux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire, et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté? Vous ne seriez
âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose. On aime pour aimer, et non pour autre chose. C'est à l'esprit seul que vont tous les transports, et l'on ne s'aperçoit jamais qu'on est un corps. Pour moi, par un malheur, je m'aperçois, madame, que j'ai, vous déplaise, un corps tout comme une âme. Je sens qu'il y tient trop pour le laisser à part. De ces détachements, je ne connais point. Là, le ciel m'a dénié cette philosophie. J'aime avec tout moi-même, et l'amour qu'on me donne en veut. Je le confesse à toute la personne. Je vois que dans le monde, on suit fort ma méthode et que le mariage est assez à la mode. Eh bien, monsieur, eh bien, puisque sans m'écouter, vos sentiments brutaux veulent se contenter, puisque pour vous réduire à des ardeurs fidèles, il faut des nœuds de chair, des chaînes corporelles. Si ma mère le veut, je résous mon esprit à consentir pour vous à ce dont il s'agit. Il n'est plus temps, madame. L'autre a pris la place. Par un tel retour, j'aurais mauvaise grâce de maltraiter l'asile, de blesser les bontés, je me suis sauvé de toutes vos fiertés. Mais enfin, comptez-vous, monsieur. Sûrement, quand vous promettez cet autre mariage, et dans vos visions, savez-vous, s'il vous plaît, que j'ai pour Henriette un autre époux, tout près? Eh, madame, voyez votre choix, je vous prie. Exposez-moi de grâce à moins d'ignominie et ne me rangez pas à l'indigne destin de voir le rival de monsieur Trissotin. L'amour des beaux esprits, qui chez vous m'est contraire. Vous pouvez m'opposer à mon noble adversaire. Si nous jugeons de lui tout autrement que nous, Une grande nouvelle! Nous l'avons, son roman, madame, échappé belle à un monde, près de nous, a passé tout du long et tout au long de notre tourbillon et suite en chemin, rencontrer notre terre, elle eût été brisée en morceaux comme un verre. remettons ce discours pour une autre saison. Monsieur n'y trouverait ni rime ni raison. Il fait profession de chérir l'ignorance et de haïr surtout l'esprit de la science. Cette vérité veut quelque adoucissement. Je m'explique, madame. Je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes, mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savant, comme certaines gens. Pour moi, je ne tiens pas pour quelque effet aussi beau que la science soit pour gâter quelque chose. Et c'est mon sentiment qu'en fait, comme en propos, la science est sujette à faire de grands sauts. Le paradoxe est fort. Sans être fort habile, la preuve m'en serait, je pense, assez facile. Si les raisons manquaient, je suis sûr qu'en tout cas, les exemples fameux ne me manqueraient pas. Vous pourriez en citer qui ne concluraient guère. Je n'irai pas bien loin pour trouver mon affaire. Pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux. Moi, je les vois si bien qu'ils me crèvent les yeux. J'ai cru, jusqu'ici, que c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts, et non pas la science. Vous avez cru fort mal. Je vous suis garant qu'un sot savant est plus sot qu'un sot ignorant. Le sentiment commun est contre vos maximes, puisqu'ignorant et sot sont termes synonymes. Si vous le voulez prendre aux usages du mot, l'alliance est plus grande entre pédant et sot. La sottise dans l'un se fait voir que de pur. L'étude dans l'autre ajoute à la nature. Le savoir garde en soi son mérite éminent. Le savoir dans un phare devient impertinent. Il faut que l'ignorance ait pour vous de grands charmes, puisque pour elle ainsi vous prenez tant les armes. Si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Si certains savants-là peuvent les connaître, valoir certaines gens que nous voyons paraître. Oui, si l'on s'en rapporte à ces certains savants, mais on n'en convient pas chez ces certaines gens. Il me semble. Eh, madame, de grâce, monsieur est assez fort, sans qu'à son aide on passe. Je n'ai déjà que trop d'un si rude adversaire, et si je me défends,
Ce n'est qu'en reculant. Mais l'offensant aigreur de chaque répartie. Autre second. Je quitte la partie. On souffre aux entretiens ces sortes de combats, pourvu qu'à la personne on ne s'attaque pas. Eh mon Dieu, tout cela n'a rien dont il s'offense, il entend raillerie autant comme de France. Et de bien d'autres traits, il s'est senti piqué sans que jamais sa gloire ne fait que s'en moquer. Je ne m'étonne pas. Au combat que j'essuie de voir prendre à monsieur la thèse qu'il appuie. Il est fort enfoncé dans la cour. Ah, c'est tout dit. La cour, comme on le sait, ne tient pas pour l'esprit. Il a quelque intérêt d'appuyer l'ignorance. C'est un courtisan qui en prend la défense. Vous en voulez beaucoup à cette pauvre cour. Et son malheur est grand de voir que chaque jour, vous autres beaux esprits, vous déclamiez contre elle, que de tous vos chagrins vous lui fassiez querelle et sur son méchant goût, lui faisant son procès, n'accusez que lui seul de vos méchants succès. Permettez-moi, monsieur Trissotin, avec tout le respect que votre nom inspire, de vous dire que vous feriez fort bien, vos confrères, osez-vous, de parler de la cour d'un ton un peu plus doux. De son bon goût, monsieur, nous voyons des affaires. Où voyez-vous, monsieur, quel est si mauvais? Ce que je vois, monsieur, c'est que pour la science, Racius et Balthus font honneur à la France. Et que tout leur mérite, exposé fort toujours, n'attire pas les yeux et les dons de la cour. Je vois votre chagrin, et que par modestie vous ne vous mettez point, monsieur de la partie, et pour ne vous point mettre aussi dans le propos. Que font-ils pour l'État, vos amis le zéro? Qu'est-ce que leurs écrits lui rendent de service pour accuser la cour d'une horrible injustice et se plaindre en tout lieu que sur leur dot nom elle manque à verser la faveur de ses noms? Leur savoir à la France est beaucoup nécessaire et souvent... Votre chaleur est grande, et cet emportement de la nature en vous marque le mouvement. C'est le nom de rival qui, dans votre âme, excite. Nous savons qui. Tantôt vous a rendu qui et de qui il est. L'honneur de me voir le valet, madame, vous exhorte à lire ce billet. Quelque important que soit ce qu'on veut que je lise, apprenez, mon ami, que c'est une sottise de se venir jeter au travers d'un discours et qu'au jour d'un logis, il faut avoir recours afin de s'introduire en valet qui sait vivre. Notez cela, madame, dans mon livre. Trissotin s'est vanté, madame, qu'il épouserait votre fille. Je vous donne avis, sa philosophie n'en veut qu'à vos richesses, et que vous ne ferez bien de ne point conclure ce mariage que vous n'ayez lu le poème que je compose contre lui. En attendant cette peinture, je prétends vous le dépeindre de toutes ses couleurs. Je vous envoie Horace, Virgile, Terence et Catulle. Vous verrez noter en marge tous les endroits qu'il a pliés. Voilà, sur cet hymen que je me suis promis, un mérite attaqué de beaucoup d'ennemis. Et ce déchaînement d'aujourd'hui me confie à faire une action qui confonde l'envie, qui lui fasse sentir que l'effort qu'elle fait, de ce qu'elle veut rompre, aura pressé l'effet. Reportez tout cela sur l'heure à votre maître, et dites-lui qu'afin de lui faire connaître quel grand état je fais de ces nobles avis, et comme je les crois dignes d'être suivis, dès ce soir, à monsieur, je marierai ma fille. Vous, monsieur, comme ami de toute la famille, assignez leur contrat, vous pourrez assister, et je vous y veux bien, de ma part, invité. Armande, prenez soin d'envoyer au notaire et d'aller avertir votre sœur de l'affaire. Pour avertir ma sœur, il n'en est pas besoin. Et monsieur que voilà saura prendre le soin de courir lui porter bientôt cette nouvelle. Et disposer son cœur à vous être rebelle. Nous verrons qui serait alors à plus de pouvoir, et si je la saurais réduire à son devoir. Je vois, monsieur, que vos visées, les choses ne sont pas tout à fait disposées. Je m'en vais travailler, madame, avec ardeur, en ne vous point laisser ce grand regret au cœur. J'ai peur
Peut-être verrez-vous votre crainte déçue. Je le souhaite ainsi. J'en suis persuadé, et que de votre appui je serai secondé. Oui, je vais vous servir de toute ma puissance. Ce service est sûr de ma reconnaissance. Sans votre appui, monsieur, je serais malheureux. Madame, votre femme, a rejeté mes vœux et son cœur prévenu, votre trissotin pour gendre. Mais quelle folie a-t-elle donc pu prendre? Pourquoi diantre vouloir ce monsieur Trissotin? C'est par l'honneur qu'il a de rimer latin qu'il a sur son rival emporté l'avantage. Elle veut dès ce soir faire ce mariage. Dès ce soir? Dès ce soir. Et dès ce soir, je veux, pour la contrecarrer, vous marier vous deux. Pour dresser le contrat, elle envoie notaire. Et je vais l'acquérir pour celui qu'elle doit faire. Et madame ne peut être instruite par sa sœur de lui le nouveau qu'elle a fait de son cœur. Et moi, je lui commande, avec pleine puissance, de préparer sa main à cette autre alliance. Ah, je leur ferai voir si pour donner la loi, il est dans ma maison d'autres maîtres que moi. Nous allons revenir, songez à nous attendre. Allons, suivez mes pas, mon frère. Et vous, mon gendre? Hélas, dans cette humeur, conservez-le toujours. J'emploierai toutes choses à servir vos amours. Quelques secours puissants compromettent à ma flamme. Mon plus solide espoir, c'est votre cœur, madame. Pour mon cœur, vous pouvez vous assurer de lui. Je ne puis qu'être heureux quand j'aurai son appui. Vous voyez à quelle neuse on prétend le contraindre. Quand il sera pour moi, je ne vois rien à craindre. Je vais tout essayer pour nos vœux les plus doux et si tous mes efforts ne me donnent à vous, il est une retraite, une autre âme se donne qui m'empêchera d'être à toute autre personne. Veuille le juste ciel me garder en ce jour de recevoir de vous cette preuve d'amour. C'est sur le mariage, où ma mère s'apprête, que j'ai voulu, monsieur, vous parler tête à tête. Et j'ai cru, dans le trouble où je vois la maison, que je pourrais vous faire quitter la maison. Je sais qu'avec mes vœux, vous me jugez capable de vous porter en dot un bien considérable, mais l'argent, dont on voit tant de gens faire le cas, pour un vrai philosophe, la gentille pas. Et le mépris du bien et des grandeurs frivoles ne doit point éclater pour vos seules paroles. Aussi, n'est ce point-là ce qui me charmant vous et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux, votre grâce et votre air sont les biens, les richesses qui nous ont attirés. Oh, mes désirs. C'est le seul trésor vrai que je suis d'amour. Je suis fort redevable à vos feux généreux. Cet obligeant amour a de quoi me confondre et j'ai regret, monsieur, de n'y pouvoir répondre. Je vous estime, autant qu'on serait estimé, mais je trouve un obstacle à vous pouvoir aimer. Un cœur, vous le savez, à deux ne saurait être, et je sens que du mien, ni tendre s'est fait mettre. Je sais qu'il a bien moins de mérite que vous, que j'ai de méchants yeux pour le choix d'un époux, que par 100 beaux talents, vous devriez me plaire. Je sais bien que j'ai tort, mais je
le vôtre, auquel on me fait prétendre me livrera ce cœur que possède. Tristan Grippard, mille vous soins, j'ai lieu de présumer que je serai retrouvé là de me faire rire. Non! À ces premiers vœux, mon âme est attachée et ne peut de vos soins, monsieur, être touchée. Avec vous librement, j'ose ici l'expliquer, et mon aveu n'a rien qui vous doit me choquer. Cette amoureuse ardeur dont les cœurs s'excitent n'est point, comme l'on sait, un effet du mérite. Le caprice y prend part et, quand quelqu'un nous plaît, souvent nous avons peine à dire pourquoi c'est. Si l'on aimait, monsieur, par choix et par sagesse, vous auriez tout mon cœur et toute ma tendresse, mais je vois que l'amour se gouverne autrement. Laissez-moi, je vous prie, à mon aveuglement, et ne vous servez point de cette violence que pour vous me faire à mon obéissance. Quand on est honnête homme, on ne veut rien devoir à ce que des parents ont sur nous de pouvoir. On répugne à se faire rigoler ce qu'on aime et l'on veut n'obtenir le cœur que de lui-même. Ne poussez point ma mère à vouloir, par son choix exercé sur mes vœux, la rigueur de ses droits. Ôtez-moi votre amour et portez à quelqu'un les hommages de nos cœurs, aussi chers que le vôtre. Le moyen que votre cœur puisse vous contenter impose-lui des lois qu'il puisse exécuter de vous point aimer. Peut-il être capable, à moins que vous cessiez, madame, d'être aimable et d'étaler aux yeux les célestes apparts? Monsieur, laissons-là ce gallimatia. Vous avez tant d'iris, de filles, d'amarants que partout dans vos vers, vous peignez si charmante. Et pour qui vous jurez tant d'amoureuses ardeurs? C'est mon esprit qui parle et ce n'est pas mon cœur d'elle, on me voit. T'es amoureux comme poète. Et j'aime tout de bon, l'adorable Henriette. De grâce, Si c'est vous offenser, mon offense n'est pas prête à cesser. Cette ardeur. Vous consacre des vœux d'éternelle durée, rien n'en peut arrêter les aimables transports et, bien que vos beautés condamnent mes efforts, je ne puis refuser le secours d'une maître qui prétend couronner une femme si chère. Et pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant, pourvu que je vous ai, il n'importe comment. mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense à vouloir sur le cœur user de violence qui ne fait pas bien sûr à vous le trancher d'épouser une fille en dépit qu'elle en est et qu'elle le peut aller en se voyant contraindre à des ressentiments que le mari doit craindre. Un tel discours n'a rien dont je sois altéré à tous événements sage et préparé, guéri par la raison des faiblesses vulgaires. Il se met au-dessus de ces sortes d'affaires et n'a garde de prendre aucune ombre d'ennui de tout ce qui n'est pas pour dépendre de lui. En vérité, monsieur, je suis de vous ravi. Et je ne pensais pas que la philosophie fût si belle qu'elle est, d'instruire ainsi les gens à porter constamment de pareils accidents. Cette fermeté d'âme à vous si singulière mérite qu'on lui donne une illustre matière. Est digne de trouver qu'il prenne avec amour les soins continuels de la mettre en son jour. Et comme, à dire vrai, je n'oserais me croire bien propre à lui donner tout l'éclat de sa gloire, je le laisse à quelque autre, et vous jure, entre nous, que je renonce au bien de vous voir mon époux. Eh bien, nous allons bientôt savoir comment tirer l'affaire, et l'on a là-dedans fait venir le notaire. Ah, ma fille, je suis bien aise de vous voir. Allons, venez vous en faire votre devoir et soumettre vos vœux aux volontés d'un père. Je veux apprendre à vivre à votre mère, et pour la mieux braver, voilà, malgré ses dents, Martine, que j'amène et rétablis séant. Vos résolutions sont dignes de louange. Gardez que cette humeur, mon père, ne vous change. Soyez ferme à vouloir ce que vous souhaitez, ne vous laissez point séduire à vos bontés. Ne vous relâchez pas et faites bien en sorte d'empêcher que sur vous
Comment? Prenez-vous ici pour un bonnet? M'en préserve le ciel. Suis-je un fat, s'il vous plaît? Je ne dis pas cela. Nous croit-on incapables des fermes sentiments d'un homme raisonnable? Non, mon père. Est-ce qu'à l'âge où je me vois, je n'aurai pas l'esprit d'être maître chez moi? Si fait. Et que j'aurai cette faiblesse d'âme de me laisser mener par le nez à ma femme? Non, mon père. Ouais, qu'est-ce donc que ceci? Je vous trouve plaisante à me parler ainsi. Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie. Ma volonté séante doit être en tout suivie. Fort bien, mon père. Aucun dans la maison, hors moi, n'a droit de commander. Oui, vous avez raison. C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille. D'accord. C'est moi qui dois disposer de ma fille. Oui. Le ciel me donne un plein pouvoir sur vous. Oui. Et pour prendre un époux, je vous ferai bien voir que c'est à votre père qu'il vous faut obéir, pas à votre mère. Hélas, vous flattez là les plus doux de mes vœux. Veuillez être obéis, c'est tout ce que je veux. Nous verrons si ma femme a mes désirs rebelles. La voici qui conduit la notaire avec elle. Secondez-moi bien tous. Laissez-moi. J'aurai soin de vous encourager s'il en est de besoin. Merci. Vous ne sauriez changer votre style sauvage et nous faire un contrat qui soit en beau langage? Notre style est très bon et je serai un saut, madame, de vouloir changer la forme. Quelle barbarie au milieu de la France! Mais au moins en faveur, madame, de la science, veillez au lieu d'écus, de livres et de francs, nous exprimez la dot en mille de talents et datés par les motifs et de talents. Moi, si j'allais, madame, accorder vos demandes, je me ferais siffler de tous mes compagnons. De cette barbarie, en vain, nous nous plaignons. Allons, madame, prenez la table pour écrire. Ah, c'est impudent d'oser encore se produire. Pourquoi donc, s'il vous plaît, la ramener chez moi? Tantôt, avec loisir, on vous dira pourquoi. Nous avons maintenant autre chose à conclure. Procédons au contrat. Vous donc et la future. Celle que je marie et la cadette. Bon, Oui, la voilà, madame. Henriette est son nom. fort bien. Et le futur? L'époux que je lui donne est monsieur. Et celui, moi, qu'en propre personne, je prétends qu'elle épouse, est monsieur. Deux époux. C'est trop pour la coutume. Vous arrêtez-vous. Mettez, madame, prenez Sautin pour mon gendre. Pour mon gendre, mettez madame Clitandre. Mettez-vous donc d'accord avec un jugement mur entre vous du futur. Suivez, madame. Le choix ou je arrête. Mettez, madame, les choses à ma tête. Dites-moi donc à qui j'obéis les deux. Moi, vous combattrez les choses que je veux. Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille que pour l'amour du bien pour moi dans ma famille. Vraiment, à votre bien, on songe bien ici et c'est là pour un singe, un fort digne souci. Aussi, pour son époux, j'ai fait choix de Clitandre. Et moi, pour son époux, voici qui je veux prendre. Mon choix sera suivi, c'est un point résolu. Ouais, vous prenez là un ton bien absolu. Ce n'est point à la respire. Et je somme pour céder le dessus en toutes choses aux hommes. C'est bien dit. Mon congé, 100 fois me fut-il hoc. La poule ne doit pas chanter devant le coq. Sans doute. Et nous voyons que d'un homme on se gosse quand sa femme, chez lui, porte le haut de choses. Il est vrai. Si j'avais un mari, je le dis, je voudrais qu'il se fît le maître du logis. Alors je ne l'aimerais point s'il faisait le jour Christ, et si je contestais contre lui par caprice, si je parlais trop haut, je trouverais fort bon qu'avec quelques soufflets, il rabaissât mon ton. C'est parler comme il faut. Monsieur est raisonnable. De vouloir pour sa fille un mari convenable. Oui. Il a raison. Le pur fait qu'il est, lui refusait quittance. Et pour quelle raison, s'il vous plaît, lui bailler un savant qui sans cesse épilogue? Il lui faut un mari, non pas un pédagogue. Et ne voulant savoir le grec ni le latin, elle n'a pas besoin de monsieur Trissotin. Fort bien. Il faut souffrir qu'elle jase à son aise. Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaise. Et pour mon mari,
Henriette et monsieur seront joints de ce pas, je l'ai dit, je le veux. Ne me répliquez pas. Et si votre parole, Clitandre est donnée, offrez-lui le parti et écoutez son aîné. Voilà donc cette affaire un accommodement. Voyez, donnez-vous votre consentement. Eh, monsieur! On pourrait bien lui faire des propositions qui pourraient mieux lui plaire. Mais nous établissons une espèce d'amour qui doit être épuré, comme l'astre du jour. La substance qu'il pense, il peut être reçue. Mais nous embellissons la substance étendue. J'ai le regret de troubler un mystère joyeux par le chagrin qu'il faut que j'apporte en ces lieux. Ces deux lettres me font porteur de deux nouvelles dont j'ai senti pour vous les attentes cruelles. L'une pour vous me vient de votre procureur, l'autre pour vous me vient de Lyon. Quel malheur! Digne de nous troubler, pourrait-on nous écrire? Cette lettre en contient un que vous pouvez lire. Madame, j'ai prié monsieur votre frère de vous rendre cette lettre qui vous dira ce que je n'ai, vous allez dire. La grande négligence que vous avez pour vos affaires a été cause que le clerc de votre rapporteur ne m'a point averti et que vous avez perdu absolument votre procès que vous deviez gagner. Votre procès perdu? Vous vous troublez beaucoup. Mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup. Et faites paraître finalement commune. Rattrapez pour moi les traits de la fortune. Le peu de soins que vous avez vous coûte 40 000 écus, et c'est à payer cette somme avec les dépenses que vous êtes condamné par arrêt de la cour. Condamné! Oh, ce mot est choquant! Et les faits, que pour les criminels? Il a tort en effet, et vous êtes là justement récrié. Vous devez avoir mis que vous êtes prié par arrêt de la cour de payer au plus tôt 40 000 écus et les dépenses qu'il faut. Voyons l'autre. Monsieur, l'amitié qui me lie à monsieur votre frère me fait prendre intérêt à tout ce qui vous touche. Je sais que vous avez mis votre bien entre les mains d'Argante et de Damon, et je vous donne avis qu'en même jour, ils ont tous deux fait banqueroute. Oh ciel! Tout à la fois perdre ainsi tout mon bien! Quel honteux transport! Si, tout cela n'est rien. Il n'est, pour le vrai sage, aucun revers funeste, et perdant toute chose, à soi-même, serait-ce. Achevons notre affaire et quittez votre ennui. Son bien nous peut suffire, et pour nous et pour lui. Non. Madame, cessez de presser cette affaire à cette image du bois que tout le monde est contraire et mon dessein n'est point de contraindre les gens. C'est un réflexion. Vous vient en peu de temps, je suis devient prêt, monsieur, notre disgrâce. Ce temps de résistance à la fin. Je me lasse et j'aime mieux renoncer à tout cet embarras et me veut d'un cœur qui ne se donne pas. Je vois de vous, non pas pour votre gloire, ce que jusqu'ici, refusez de moi. Vous pouvez voir de moi ce que vous voudrez et ne regarde peu comment vous le prendrez, mais je ne suis point homme à subir l'infamie des refus offensants qu'il faut qu'ici je suis, et je vaux bien que de moi ne me fasse plus le cas. Je baisse de la main qu'il ne veut pas. Il a bien découvert son âme mercenaire et que peu philosophe, ce qu'il vient de faire. Je ne me vante point de l'être, mais enfin je m'attache, madame, à tout votre destin et j'ose vous offrir avec ma personne ce conseil que de bien la fortune me donne.
fermé, monsieur. C'est très généreux. Et je veux... Oh. Au décès amoureux, oui. J'accorderais à l'ardeur... Ma mère. Je change à présent de pensée. Souffrez que je résiste à votre volonté. Quoi? Vous vous opposez à ma félicité? Lorsqu'à mon amour, je vois chacun se Je rendre. sais le peu de bien que vous avez, Clitandre. Je vous ai toujours souhaité pour épouse lorsqu'en satisfaisant à mes vœux les plus doux, j'ai vu que mon hymen ajustait vos affaires. Mais lorsque nous avons les destins si contraires, je vous chéris assez dans cette extrémité pour ne vous charger point de notre adversité. Tout destin, avec vous, me peut être agréable. Tout destin me serait sans vous insupportable. L'amour dans son transport parle toujours ainsi. Des retours importuns évitons le souci. Rien n'est ce temps l'ardeur de ce nœud qui nous lie, que les fâcheux besoins des choses de la vie, et l'on en vient souvent à s'accuser tous deux de tous les noirs chagrins qui suivent de tels feux. Est-ce que le motif que nous venons d'entendre qui vous fait résister à l'hymen de Clitandre? Pour cela, vous verriez tout mon cœur y courir, et je ne puis savoir que pour le trop chérir. Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles. Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles, et c'est un stratagème, un surprenant secours que j'ai voulu tenter pour servir vos amours, pour détromper ma sœur et lui faire reconnaître ce que son philosophe a laissé peut-être. Mais lequel enfant loué? On aide la joie au cœur. Le chagrin. Oh, ce déserteur. Voilà le châtiment de Sabas Sabaris, de voir qu'avec éclat, cet hymen s'accomplisse. Je savais bien, moi, que vous l'épouseriez. Ainsi donc, à leur vœu, vous me sacrifiez? Ce ne sera point vous que je leur sacrifie, et vous avez l'appui de la philosophie pour voir d'un œil tout temps couronner leur ardeur. Qu'il prenne garde au moins que je me suis dans son cœur. Par un pro désespoir, souvent on se marie, qu'on s'en reporte après tout le temps de sa vie. Allons, madame, suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je l'ai dit.